Alors vas-y, Assurance. Christa, présente-toi. Alors, je me présente, je m'appelle Christa Vango sur les réseaux sociaux. Et en gros, moi, mon contenu, c'est axé sur, on va dire, de la vulgarisation, sur les questions de justice sociale, antiraciste, anti-impérialiste et afrodescendante. On va dire c'est ça. Genre, les Noirs et les pauvres. C'est ça. Mais ça fait combien de temps que tu fais ça, Christa? J'ai commencé sur Instagram. Ok. Sur Instagram, je faisais beaucoup de stories. J'écrivais beaucoup en stories, je faisais pas des posts. Et après, j'ai un pote qui, lui, était présent sur Instagram, qui faisait du contenu, enfin, qui avait rien à voir avec du contenu politique, lui, il faisait du maquillage. Il m'a dit, mais tu devrais, tes posts que tu fais en story, tu devrais en faire des vidéos et ensuite les poster sur TikTok. Ouais. Je lui ai dit, non, sur TikTok, t'es sûr, il y a des gens qui vont être intéressés par ce sujet, c'est bizarre. Et au final, assez rapidement, j'ai eu des personnes qui se sont mis à me suivre. Et du coup, je crois que mes premières vidéos, j'ai dû les poster en 2019, je crois. Ça veut dire que t'as En fait fait, des ça vidéos date. avant nous, avant Histoire Crépue, je pense. Du coup, on va parler de quoi aujourd'hui, Christa? Donc, c'est relatif à la question en RDC, donc au Congo. Ce qu'il faut savoir par rapport à cette situation-là, c'est que il y a un discours qui est un peu simplifié, on va dire, pour que les gens s'intéressent à la situation au Congo, mais à force de l'avoir simplifié et d'être sorti un peu de la complexité de la situation, ça- c'est presque devenu de la désinformation en fait. C'est quoi le discours? Parce qu'il y a des gens qui suivent pas du tout la situation au Congo. Qu'est-ce qui se passe au Congo? On va partir du principe que vous savez déjà. Et non, les gens, ils savent pas forcément. Vas-y, on repart à zéro, tu vois. Donc, il y a une crise qui dure depuis une trentaine d'années. Ça dépend de quand est-ce qu'on part. Soit on part du début de la Première Guerre du Congo, soit du début de la Deuxième Guerre, ou alors on peut remonter encore avant au génocide des Tutsis qui remonte à 94. Hmm. Donc, si on part de là, enfin moi personnellement je pars de là, du coup ça fait 30 ans. Il y a une crise actuellement là-bas, dans la région du Kivu, des deux lacs, Nord Kivu, Sud Kivu, donc l'est du Congo. Alors vas-y, tu vois, genre Vas-y. Ouais, RDC, c'est ça. on est dans cette région. Ouais, c'est ça. L'Est, tout l'Est, là. Et vous voyez que c'est On- énorme, hein, la RDC. C'est gigantesque. Et du coup, dans cette partie-là, il y a depuis 30 ans des crises successives qui mettent à mal la population congolaise. Et beaucoup de personnes sont à se demander qui est à l'origine de cette crise, contre qui les gens se battent. Et du coup, les gens ne comprennent pas et ont du mal à adhérer, entre guillemets, à ce qui se passe là-bas, en fait, parce qu'ils ont besoin d'un seul grand méchant, on va dire, pour comprendre les situations. Sauf que là, en fait, il y a plusieurs facteurs qui se jouent. Il y a Hmm. beaucoup d'intérêts qui sont en jeu, d'intérêts divergents. Du coup, à cause de cette crise, on a 7 millions de personnes qui sont déplacées à l'intérieur du pays. Donc, c'est une des plus grandes crises de déplacement interne de population. Ouais, Et on a également un très grand nombre de personnes qui sont décédées. ouais. Euh, alors, il y a un chiffre qui tourne beaucoup, qui est celui de 6 millions de morts. Mais je veux revenir sur ce chiffre-là parce qu'on entend, il est beaucoup repris dans des médias comme Blast, il est aussi repris par des personnalités politiques de gauche, etc. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi en 2024, ce chiffre est encore repris. Parce qu'en fait, c'est un chiffre qui émane d'une étude qui a été publiée en 2008 par International Rescue Committee, qui parlait du coup de 5,4 millions de morts entre 98 et 2007. Hmm. Du coup, là, on est en 2024. Je ne comprends pas pourquoi on parle encore de 6 millions de morts. Et cette même étude disait que ce chiffre augmente de 45 000 victimes par mois. Ok, d'accord. En fait, moi, je conçois que le recensement des morts dans cette région, il est vraiment très compliqué. Il est vraiment difficile à effectuer. Mais, et d'ailleurs, ça ajoute au tragique de la situation parce qu'on n'a pas de chiffres précis. On n'a Mais, pas non plus exactement les noms des victimes. On ne sait pas non plus qui a tué qui parce que tout le monde ment, tout le monde se rejette la faute. Et c'est difficile du coup de commémorer les morts, tu vois. hmm. Et pour moi, je dis bien pour moi, ce manque d'activité par rapport aux chiffres, ça reflète un manque de considération vis-à-vis de ces morts, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Parce que nous, Et alors, on est en attends. 2000. Toi, ce que tu dis, c'est quoi? C'est qu'il y a plus de morts? Ouais, Ouais, voilà. Donc, on est ouais, resté bloqué sur un chiffre qui est ouais. sous-évalué, largement sous-évalué. Sachant qu'il y a quelqu'un qui demande dans le chat, Lalinette Després, qui demande il y a combien d'habitants en 100 RDC? millions, ouais. Voilà, on est à C'est 100 énorme. millions.
c'est énorme. Mais le pays est tellement grand aussi. Ouais, c'est tellement gigantesque. 100 millions de Ouais. personnes ici. Et on parle de 6 millions de morts depuis. C'est quoi la date? C'était entre 98 et 2007. 98 et 2007, donc c'est. Ok. Et en plus, le nombre de morts qui s'ajoute chaque année. Chaque année, chaque mois, etc. Et il faut savoir que la majorité des personnes meurent essentiellement. Il y a des tueries, il y a des tueries de masse. D'ailleurs, je vais revenir rapidement sur le génocide. Ouais. Et ces morts sont principalement liées au dépensement de population, à la pauvreté, l'insalubrité. Donc, les gens meurent de faim, de maladies, etc. Ça, c'est les morts les plus principales. Mais il y a aussi des tueries. Il y a aussi des tueries de masse contre des ethnies précises. Mhm. Notamment, on a les Landous et j'ai oublié le nom. En fait, il y a plein de peuples Les qui Landous et les vivent Hauts-Marques. dans tous les cas dans cette région du Congo. Mais il y avait une question de Liamazing, que j'ai pas eu le temps de lire en entier, qui disait comment c'est possible 6 millions de morts? C'est un chiffre immense. Ouais, ouais, c'est énorme. Ouais. Voilà. Et en fait, ça montre à quel point on est Et- désinformé et à quel point c'est pas un sujet qu'on traite de manière prioritaire dans les médias en Occident. Parce qu'on est et- effectivement, on est désensibilisé complètement à cette guerre, à part, et c'est là ce que tu vas essayer de raconter dans cette intervention, à part le fait qu'on a, on a des nouveaux narratifs qui arrivent mais qui simplifient un peu trop la situation. Et en fait, sinon, à part ça, on est désensibilisé, on s'en fout complètement, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est parce qu'on est habitué à cette image de petit noir qui meurt de faim et de soif. Du Ouais, coup, on s'en fout, quoi. c'est ça, on a Et, l'impression que c'est la base, ça c'est la base. C'est la photo de ouais, c'est ça. Les l'ONU gens, et ouais, c'est ils ont normal. beaucoup comme ça, et puis voilà, quoi. Et juste, il y a SBH qui a dit, j'avais pas vu, Krista a fait un collage avec une de mes Ah, vidéos. Elle fait du bon contenu. ah, c'était quelle vidéo? Je suis Et Sato sur ouais. TikTok. Ah oui, ok, je vois. Oui, oui, oui. Très cool tes vidéos aussi. Je suis un peu de loin. Je sais pas si je suis abonnée à toi, mais je devrais m'abonner. Et ouais, du coup, pour revenir rapidement sur le terme de génocide, euh, euh, pour rappeler, en fait, parce qu'en fait, au fur et à mesure que je fais mes recherches sur le Congo, je me rends compte aussi des erreurs que même moi j'ai pu faire, etc., et que les gens font. Hmm. Et du coup, il y a des, comme je disais, il y a des tueries de masse qui sont perpétrées envers des ethnies précises, mais c'est plusieurs ethnies, c'est un peu épars. Donc, je parlais notamment des Emma et des Landou. Il y a aussi les Banyamulenge. Ces Banyamulenge, d'ailleurs, c'est des Tutsis congolais. Alors, il y a des gens qui vont sans doute se fâcher que je dise Tutsis congolais, parce que pour eux, un Tutsi, ça peut pas être congolais, parce que les Tutsis, c'est rwandais, et le Rwanda, c'est l'ennemi. Donc, c'est impossible. Mais avec les différents exodes qu'il y a eu, bah, notamment pendant le génocide des Tutsis, bah, de fait, il y a eu des Tutsis qui sont devenus congolais et c'est eux qu'on appelle les Banyamulenge. Et eux, ils sont aussi visés par une tuerie à caractère ethnique. Donc, on peut parler de plusieurs génocides épars, mais pas d'un seul et grand génocide. Hmm. Je sais pas comment Parce qu'en expliquer, fait, tu vois. si on pense que c'est un seul et grand génocide, c'est comme si le peuple congolais, dans son entièreté, était génocidé par exemple, le peuple rwandais. Ce qui est pas, pour Ouais, toi, la meilleure façon de lire la situation qui est plus complexe, en fait. ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, ce discours de c'est les Rwandais qui tuent des Congolais, bah, ça permet pas de vraiment bien comprendre la situation et du coup d'aller vers une amélioration de la situation parce Hmm. que c'est pas une lecture très honnête, on va dire. Bien sûr, les Rwandais sont impliqués, mais il n'y a pas que ça, c'est un peu plus complexe, quoi. Autre fait important par rapport à la situation au Congo, c'est les viols. Ouais. Donc, à l'heure actuelle, on a 48 femmes violées par heure. Hmm. C'est énorme. Et, euh, et moi, ce que je trouve dingue, c'est que bah, personne s'empare de cette question vraiment dans le milieu féministe. Et de manière générale, de toute façon, la question au Congo, il n'y a pas vraiment de discours en France dans les organisations militantes sur la question Congo et dans les organismes politiques, quoi. Mais juste rappeler le contexte dans lequel les gens se sont remis à parler du Congo, Ouais. parce qu'il s'est passé d'autres événements avant. En fait, il y a eu une défiance, entre guillemets, par rapport au fait qu'il existait un double standard dans le traitement des différentes crises.
les gens, ils ont commencé à avoir ce sentiment au moment où il y a eu la crise de la guerre de l'Ukraine et que les médias en parlaient en boucle. Ouais. Et il y avait eu plein de vidéos. Il y en avait une que j'avais en tête, que j'ai essayé, que j'ai pas réussi à retrouver, d'un tonton congolais qui se fâchait devant un média congolais, je sais plus lequel c'était exactement. Enfin, en fait, que ouais, ça parlait que de l'Ukraine, etc., etc. Hmm. Et à la fin de la vidéo, il tient un discours pro-russe. Du coup, je me dis non, mais là, ton couple a pas Oui, compris. c'est clair. Et du coup, à ce moment-là, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. Il y a eu plein de voix africaines qui ont commencé à avoir une voix pro-russe, avoir des positions pro-russes, mais pour s'opposer, en fait, Oui, à l'impérialisme de l'Europe de l'Ouest, tu européen, vois. ouais. Ouais, ça, Voilà. c'est un truc qu'on a vu où ouais, la puissance, la remontée des discours sur la Russie, et puis que ça a été instrumentalisé aussi par les puissances occidentales en disant vous êtes manipulés par les Russes, etc. Et en même temps, tu avais d'autres personnes qui effectivement vantaient et continuaient à vanter les mérites de la Russie. C'est un truc de ouf parce que ça débite totalement l'attention du vrai sujet qui est bah, les crises qui sont en cours, que ce soit au Sahel ou au Congo ou en Centrafrique. Mais ouais, non, mais du coup, comme quand je cherchais la vidéo de ce monsieur, je suis tombée sur un tweet, du coup, que je t'ai envoyé là, avec la face d'un rappeur qui s'appelle Julio Boba. Hop. Je peux pas dire à mon fils que faut pas les caillasser, faut acheter les bacs. Tu te rappelles, c'est nous, dernier de la classe, posé dans le premier. J'ai leurs autos, y'a grave des sous à faire à Lomé. Y'a grave des sous à faire à Lomé, wesh. Tant qu'elle roule jusqu'au client, je m'en bats les couilles, que les gens soient chromés, wesh, soient chromés, wesh. Elle connaît pas Gandhi, mais sous Gardaji et le Shangri-La. Y'a les plavons, je peux pile là. Tarmouli, y'a pas que la Bibi là. Tu me parles de Pablo S, je te parle de Black Rock et des Bilderberg, wesh. Tu me parles de l'Ukraine, je te parle du Congo, je te parle du Yémen. Ouais, voilà. Donc c'était juste ça, en fait, c'était juste pour rappeler qu'il y avait vraiment à ce moment-là un sentiment de, OK, c'est bon, il y en a marre de l'Ukraine, il y a d'autres sujets, il y a d'autres crises en cours, Mm. donc il n'y a pas à présenter la guerre en Ukraine comme si c'était la seule guerre qui existait. Parce qu'après ça, bah, il y a eu le 7 octobre, donc 2023, Ouais, c'est ça. avec voilà, la question palestinienne, et du coup, il y a eu des tensions un peu malsaines, mais en même temps que moi j'arrivais à comprendre, tu vois, sur la différence de traitement médiatique. Et du coup, pour certaines personnes, les gens pensaient que ça a commencé le 7 octobre, alors que moi je me suis rappelé que ça avait commencé avant déjà Ouais. avec En fait, ce que tu dis, c'est ce truc de... En fait, ça crée artificiellement une concurrence ouais, des, des mémoires ou des douleurs. Le problème avec cette situation des concurrences, c'est qu'on se met, par exemple, on va avoir des personnes d'Afrique subsaharienne qui vont se mettre à avoir le seum contre des personnes du Moyen-Orient ou du Maghreb en disant on mettra en avant vos problèmes. Ou bien contre des Ukrainiens en disant on mettra en avant vos problèmes, alors qu'en fait le problème c'est pas les Palestiniens, ou c'est pas les Congolais, ou c'est pas les Ukrainiens, le problème c'est le système médiatique qui met la lumière et qui exactement choisit où diriger sa lumière à un moment T, ça. et qui détourne l'attention à chaque fois. Et la question c'est comment on ouvre les fenêtres médiatiques pour qu'il n'y ait pas que le sujet imposé de type ça a été l'Ukraine pendant des années. Là maintenant, avec la guerre et le génocide à Gaza, les médias sont en train de louvoyer entre est-ce qu'ils parlent plus de la Palestine ou est-ce qu'ils parlent plus d'Israël. Mais en attendant, le Ouais. Congo, bah voilà. On- Ouais, et d'ailleurs, ce truc enfin, du double standard qui a créé du coup cette concurrence de la douleur, ça a été aussi instrumentalisé du coup par les sionistes qui parlaient de ah mais parler du Congo, mais pour silencier les voix palestiniennes, tu vois. Du coup, Hmm, c'est terrible parce que dans tous les sens, ça utilise le truc mais pas à bon escient, tu vois. ouais. Donc voilà. Et du coup là, je vois dans le chat quelqu'un qui parlait de Denis Mukwege. C'est du coup un gynécologue, il a aussi obtenu le prix Nobel de la paix. Et ce gynécologue, il y avait un film aussi sur lui qui est sorti, un documentaire sur l'homme qui réparait les femmes, qui est très intéressant si vous voulez vous intéresser à la question des violences sexuelles. Il y a un autre documentaire aussi qui est dispo sur Netflix qui s'appelle City of Joy, si vous voulez aller voir, pour en savoir un Ok. peu plus. Et attends, Ouais, mais moi j'ai une question aussi parce que il y avait Beirea sur Twitch qui disait trop d'accord sur sur le terme génocide au Congo, mais si tu dis ça à un Congolais de la diaspora et du Congo, t'es foutu. Parce que ouais, et du coup la question c'est euh, enfin, moi, je suis pas congolais, je suis pas d'origine congolaise, et j'ai toujours du mal, et je connais à la fois beaucoup de personnes de la diaspora congolaise et beaucoup de la diaspora rwandaise,
Et c'est tellement un conflit qui est violent et qui est, enfin pour moi, de mon point de vue, hein, du coup, que je viens d'Afrique de l'Ouest, j'ai l'impression que c'est un conflit aux origines coloniales et que derrière, en fait, il y a une exploitation il y a des personnes congolaises, bien sûr, et rwandaises qui en profitent, mais il y a aussi et surtout l'ensemble du monde qui profite de cette crise. Et du coup, j'ai du mal à faire le truc ou à voir le côté, attaque entre les deux camps. Enfin, j'ai du mal à me positionner ou à prendre la parole sur ce sujet parce que j'ai l'impression que c'est plus complexe que moi, tu vois. Et toi, aujourd'hui, en étant de la diaspora, mais je sais pas si tu es originaire du Congo ou pas. Moi, je suis congolaise, mais de l'autre Congo, de Ouais, Brazza. c'est ça. Et Mais angolaise, congolaise, je précise. Mais ouais, il y a beaucoup d'instrumentalisation, voilà, sur les questions ethniques, etc., qui est repris ensuite par le gouvernement et qui se sert de ça, en fait, pour masquer ses propres défaillances. Et du hmm, coup, bah, à cause de ça, quand tu parles du Congo, enfin, et que tu parles de la situation là-bas, l'ennemi, ça va être le Rwanda, tu hmm, vois, et ça va pas chercher plus loin, et juste, il se passe un génocide, et voilà. Du coup, enfin, il y a un discours qui n'aide pas les Congolais parce qu'il y a pas les bons mots qui sont mis sur les mots, en fait, MAUX, tu vois. ouais, ouais, je vois. Donc, Et moi, ce que j'ai vu de toi, c'est justement des vidéos que je trouvais c'est trop ça. bien, c'est que tu avais réussi à synthétiser euh, un peu ces idées-là que tu es en train de déployer, mais aussi le lien qu'il y a avec nous qui sommes partout dans le monde ailleurs qu'au Congo, puisqu'on est tous et toutes connectés au Congo via les smartphones qu'on est en train de fucking regarder et les ordinateurs. En gros, dans ces deux vidéos, j'explique comment et pourquoi la consommation éthique dans le cadre des minerais de conflit est devenue une forme de colonialisme. Voilà, En fait, tu as fait de la vulgarisation d'articles qui existent, c'est ça. voilà, c'est ça, exactement. Vas-y. Et attends, bah du coup, pour que les gens aient la source, la première vidéo que tu as fait, c'est la vulgarisation de cet article. C'est ça. Ok. Bon, on ira après si ça vous intéresse, l'équipe. Oh, il y a un raid. Merci le raid. Merci Tata Drapi pour le raid. C'est donc un article qui revient sur la situation au Congo, mais aussi sur le lien avec les smartphones et tout ce truc-là, quoi. Extractivisme, capitalisme. Le boycott n'a pas toujours des effets positifs, il peut même faire pire que mieux selon les situations. Je vois des gros comptes essayer de parler de la situation au Congo, mais le problème c'est que le discours a été tellement simplifié qu'on frise presque la désinformation. Je comprends l'idée de faire simple pour qu'un maximum de personnes s'intéressent à ce qui se passe, mais si on veut aider les Congolais à l'Est, il faut être juste. J'ai essayé à plusieurs reprises sur Twitter d'inviter les gens à s'intéresser à cet article très complet du Foreign Policy, mais malheureusement personne ne me calcule. Donc je vais essayer ici. Cet article Ça a marché, hein. Mais ce que je trouve intéressant déjà dans ce début de vidéo, c'est que tu dis bien ce truc de les gros comptes. Et c'est vrai, tu vois, nous, on est un gros compte avec Histoire Crépue. Et c'est complexe parfois quand tu fournis beaucoup de contenu ou que tu as beaucoup de gens qui te suivent et qu'on te dit vas-y, mais tu parles jamais du Congo. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas reprendre les informations les plus simples que tu as à disposition parce que tu sais pas vraiment sur quel pied danser ou comment le faire, mais en même temps, tu sais qu'il faut en parler. Et c'est vrai que du coup, il y a plein de gens qui se retrouvent à reposter des trucs sans avoir forcément compris la situation. Et c'est là où on voit le côté moral. Genre, tu gagnes du capital moral, bonne action, mais quel est l'impact politique de ce capital moral? Voilà, c'est ça. Et au final, ça devient dépolitisant, en fait. Vas-y, on continue. qui pointe du doigt le fait que nous, en tant qu'Occidentaux, dans notre petit confort, nous prenons des décisions sans tenir compte des problématiques qui sont propres aux Congolais qui vivent et travaillent dans la région du Kivu. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous choisissons de continuer à consommer en se donnant bonne conscience. Nous nous achetons une vertu au lieu de s'intéresser à ce dont ont vraiment besoin les mineurs congolais. Tout le discours sur la traçabilité et le reconditionné, c'est du flanc. Des entreprises de boycott et l'imposition de certaines règles sans consulter les personnes concernées pour que nous, on puisse avoir une étiquette qui nous dit « Tiens, ça tu peux acheter en bonne conscience », ça a entraîné la fermeture de certaines mines et donc de toutes les activités et de tous les commerces qui tournaient autour de cette mine, ce qui fait que des mineurs se sont retrouvés sans travail et donc obligés de se retourner vers des mines artisanales et c'est dans ces mines qu'ils sont encore plus exploités. La vraie solution de fond pour les personnes qui travaillent dans les mines, parce que cette activité leur est indispensable pour vivre, ce n'est pas un système de traçabilité bancale parce que de toute façon c'est quasiment impossible de savoir d'où vient quoi. La vraie solution c'est que le gouvernement congolais mette en place une politique économique et sociale en faveur des travailleurs pour qu'ils puissent continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles sans mettre en danger leur vie et leur santé et surtout qu'ils
qu'ils soient payés en conséquence. On ne doit pas empêcher ces gens de travailler. À l'heure d'aujourd'hui, les Congolais qui vivent dans cette région sont dépendants économiquement de ces mines. Alors ce n'est pas pour déresponsabiliser quelconque entreprise, elles ont leur part de responsabilité bien évidemment, et notamment dans l'instauration du code minier. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos pour dire en quoi c'est un problème. Mais quand je vois Félix Tshisekedi, le président donc du Congo, porter plainte contre Apple, je me dis c'est quand même l'hôpital qui soude la charité. Parce que le gars a le poste pour mettre en place les politiques économiques et sociales qu'il faut pour aider les Congolais à l'Est, mais il ne le fait pas. Parce que le gouvernement congolais, les hauts fonctionnaires, se gavent sur la situation. C'est pour ça que je disais dans un tweet que l'iPhone, c'est l'arbre qui cache la forêt. En pointant du doigt quelqu'un d'autre, ça permet de se détourner de lui et de masquer sa propre incompétence. Et je trouve ça intéressant déjà, ce truc de... Effectivement, il y a plusieurs échelles de responsabilité. Et quand on a construit un système dans lequel les personnes sont dépendantes de la mine pour vivre, comment on fait? C'est tu casses un système, ok, mais derrière, tu ne changes pas. En fait, tu le changes pas. Juste, tu attaques ceux qui le font visiblement mal. Mais comme tu C'est ça. demandes toujours autant de matériaux, en fait, les gens vont juste trouver une manière illégale de le faire, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Propagande de la part du gouvernement congolais qui vise à instrumentaliser la haine ethnique contre les Tutsis. La situation pour les Congolais vivant à l'Est est terrible. Personne les aide, y compris leur propre gouvernement et leur propre armée. Si on veut vraiment les aider, il faut traiter le sujet avec le plus de justesse possible. Malheureusement, les personnes qui essaient de le faire souffrent d'un manque de visibilité et au final, le discours qui arrive à être mainstream n'est pas le bon. C'est une des raisons qui m'a poussée à lancer ma propre émission et mon propre podcast et c'est pour ça que je travaille moi-même à obtenir une visibilité. Mes projets sont détaillés sur mon Tipeee. Si vous voulez aller voir, le lien est dans ma bio. Je suis toujours en recherche de partenariats pour les financer, donc si vous êtes une quelconque entreprise... Là, on laisse quand même la pub parce que c'est important de comprendre. Pour faire ce taf et même prendre le temps d'aller vulgariser un article, là, tu as réussi à le faire en 3 minutes sur TikTok, etc. C'est du taf. Il faut que les gens captent aussi à quel point c'est un challenge d'arriver à faire ça et qu'il y a besoin de moyens pour les gens qui kiffent le format, quoi, pour soutenir. Donc, tu as une page Tipeee. Vous pouvez aller la soutenir sur Tipeee si ce qu'elle fait vous intéresse. Et il y a plein de D'ailleurs, vidéos. pour vidéo que je fais pour le Congo, il y a une liste de lecture là. Ouais, voilà. Si les gens veulent voir juste ces vidéos-là, j'essaie d'alimenter le truc un maximum. Ouais. Et tu as un truc à compléter par rapport à cette vidéo qui est déjà bien complète? Ouais, c'est une vidéo, je dis beaucoup de choses parce que l'article était vraiment très très complet. Genre, vraiment, si vous avez un peu de temps, allez lire l'article. Donc, c'est celui de Mélanie Goubi. Voilà, celui-là. Donc, vous utilisez la Merde. fonction Google Trad et ça traduit le truc. La traduction est plutôt bien. Mélanie Goubi, donc, comme on peut le lire, c'est une journaliste indépendante qui couvre la RDC depuis 2008. Ok. Donc, bon, on parle du principe qu'il y a cette quoi et cet article est très 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 complet. Il revient un peu sur les origines du conflit à aujourd'hui, comment est-ce que les choses ont été traitées, quelles sont les solutions qu'on a essayé d'apporter et pourquoi ça n'a pas marché. Et en fait, les premières erreurs par rapport à la situation en RDC, elles ont été commises à cause du fait qu'il y a eu des campagnes de sensibilisation dans les années 2000. Et c'est des campagnes qui ont mobilisé vraiment énormément de personnes, même des célébrités, comme Ryan Gosling. Et il a d'ailleurs co-signé un livre qui s'appelle Congo Stories. Je sais pas si tu vas le Vas-y, checker. on va voir. Donc un livre photo, voilà. Donc il a co-signé, co-écrit le truc. Voilà. À partir de là, il y a eu du coup beaucoup de voix qui se sont élevées, etc. Et ça a donné lieu à une loi donc aux États-Unis, la loi Dodd-Frank, qui a donc ciblé les minerais de 3T, qui permettent le fonctionnement de nos appareils électroniques, donc notamment le tantal, le tungstène et la cassitérite. Donc ça, c'est les minerais 3T. Tantal, en français, c'est coltan. Ok, Donc ça, Tantal. c'est quand même... Ok. Voilà. Et donc l'idée de cette loi, c'était de pouvoir mettre en place des schémas de traçabilité où les minerais qui se trouvent du coup, dans nos appareils ne proviennent pas des zones de conflit. Ouais. D'accord? Et le problème, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, c'est vraiment l'Occident qui découvre la situation, le fait que les Congolais sont exploités. Et là, c'était, oh mon Dieu, il faut L'Occident faire qui a quelque chose lui-même pour protéger, exploité tu les vois. Congolais. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est vraiment ça. En fait, c'est, oh mon Dieu, il faut faire... En fait, c'est le complexe sauveur blanc qui a été mis en place. Genre, vraiment, Mhm. oh mon Dieu, faire quelque chose pour ces petits Congolais.
Vite, 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 il faut condamner, il faut vite agir, il faut condamner moralement toutes ces entreprises qui utilisent des minerais où ça exploite des enfants. Mais on Sauf veut quand que, même nos smartphones. mais voilà, mais on veut quand même nos smartphones, c'est exactement ça. Mais le truc, ça a été fait tellement sans réfléchir et sans interroger en fait les voix congolaises sur place pour savoir comment exactement est-ce qu'il fallait mettre en place les trucs, les personnes qui, eux, connaissaient vraiment les problématiques locales, les structures politiques, etc. Donc, Hmm. eux auraient pu dire, bah, il faudrait faire les choses comme ci, comme ci, comme ça. Mais non, en fait, eux, ils ont décidé de venir avec leur moralité, leurs règles, leurs lois, et hop, on impose un boycott, un embargo, et voilà. Et surtout, pas de minerais qui exploitaient, pas de minerais qui viennent des exploitations où il y a des enfants, etc. Ouais. Euh, Sauf que voilà ce qui s'est passé quand ils ont fait cet embargo-là. Donc l'article là de Mélanie Goubi, elle s'est rendue sur l'une de ces villes minières en 2012. Et donc dans cette ville en particulier, euh, elle précise que cette ville avait réussi à traverser 2 guerres sans trop de dégâts, mais, mais les dégâts ont commencé après le boycott. Ok. Donc, les entreprises qui dépendaient des flux de trésorerie générés par les mines fermaient les unes après les autres, incapables d'écouler leurs stocks de bottes, caoutchouc, de pelles, leurs services de forge ou tout simplement de nourriture. Fait révélateur, la boîte de nuit locale avait fermé ses portes. Moi, je trouve ça marrant qu'elle fasse cette petite précision, genre pour comprendre jusqu'où l'économie locale, elle fonctionne, quoi. Hmm. Et ensuite, plus inquiétant encore, des milliers de familles n'avaient pas les moyens d'accéder aux soins de santé, ce qui obligeait les femmes à accoucher à domicile. Une étude a révélé que le boycott augmentait d'au moins 143% la probabilité de mortalité infantile dans les communautés minières touchées. Ouais. Donc, tout ça pour rien. Des entreprises de boycott, tout ça au final pour rien, parce que le commerce des minerais de conflit n'a pas cessé pour autant. Ouais, je Et vois. pire encore, il a été blanchi notamment par Itski, donc ça c'est la vidéo d'après, Hmm. j'explique. Au final, le boycott, on peut dire qu'il a réussi, mais c'est pas un succès. Parce que la solution dans son exécution, elle n'était pas adaptée à la situation et au contexte local. Et il y avait quand même quelqu'un qui appuie la petite Jeanne qui dit Fairphone ça vaut le coup parce que si non seulement on paye double mais en plus au final ça sert pas à grand chose. On va regarder la deuxième vidéo. Parce que là tu parles Ouais, du blanchiment du coup. ouais, c'est ça, exactement. Dans cette vidéo, Krista, Ouais. tu vulgarises cet autre article-là. Euh, Exactement, c'est une enquête voilà, de Global Witness qui a mené une enquête sur comment fonctionnent ces schémas de traçabilité. Est-ce qu'on arrive vraiment à faire en sorte que dans nos iPhones, il n'y ait pas ces minerais qui sont issus des minerais de sang, quoi. ok. Donc là c'est vraiment une enquête sur la traçabilité. Merci pour le raid, Nonor et Don Max. Merci beaucoup, c'est parti. Exigeons à des grandes entreprises qu'elles s'engagent dans la chaîne d'approvisionnement éthique. Depuis 2009, il existe une initiative de chaîne d'approvisionnement dit éthique qui s'appelle ITSKI. Le problème, c'est que cette initiative sert avant tout à blanchir les minerais 3T. Je rappelle, les minerais 3T, ce sont les minerais tels que l'étain, le tantal, autrement appelé coltan. Ces minerais stratégiques qui permettent à nos appareils électroniques de fonctionner. Et je rappelle aussi que ce ne sont pas les seules mines artisanales qui existent au Congo. Il y a aussi les mines d'or, de diamants, etc. C'est vrai on oublie souvent ça, tellement on parle des minerais qui sont dans les smartphones, on oublie le diamant, etc. Puisqu'avant qu'il y ait la crise du coltan et de tous ces minerais, il y avait déjà la crise du diamant, et puis avant ça encore d'autres choses. En fait, depuis la colonisation, c'est massacre sur massacre et exploitation gigantesque, quoi. Ouais, c'est ça. Des minerais qui sont extraits dans des conditions qui portent atteinte aux droits humains, dans des mines contrôlées par des milices et l'armée congolaise. On en parle moins, mais plusieurs éléments de l'armée congolaise s'en prennent également à leurs propres concitoyens. C'est un rapport de Global Witness, publié en avril 2022, qui apporte les preuves de ça. ITSKI, à la base, créé par une association internationale appelée ITA, on va y revenir plus tard, a pour objectif de fournir une chaîne de traçabilité fiable, garantie donc sans conflit. D'un côté, on a ITSKI qui va étiqueter soi-disant les minerais garantis sans conflit, et de l'autre, on a le gouvernement congolais qui détermine quelle mine est légale, quelle mine est illégale. L'enquête a déterminé que dans plusieurs régions, les minerais étiquetés par ITSKI l'étaient dans... Ouais. Je voulais faire un rappel de comment est-ce que l'activité minière, elle a évolué. Hmm. En fait, dans les années 70, c'était une activité qui était plutôt florissante. Il y avait bon, c'était des entreprises étrangères, certes, mais les entreprises arrivaient à employer
des 500 travailleurs, etc. Mais il y a eu la dictature de Mobutu, plus une crise économique dans les années 80. Du coup, ces entreprises, notamment des entreprises françaises, elles ont fermé et elles se sont barrées et elles ont laissé les travailleurs comme ça, du jour au lendemain, sans travail, sans salaire, pas d'outils, rien du tout. Ça, Du ça, coup, ce qui c'est s'est ça, c'est passé, c'est suite qu'il y a... ça, c'est suite au régime, enfin, c'est l'arrivée au pouvoir de Mobutu, tu dis? Ouais, c'est pendant Mobutu. Ok, pendant Mobutu. Pendant Mobutu. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc ces entreprises se barrent et donc il y a une économie informelle basée sur la débrouillardise qui s'est mise en place. Hmm, Et cette économie-là, elle représente 80% de l'activité économique congolaise. ouais. Mais C'est comme dans énorme. beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest ou Ouais. centrale. Et du coup, en gros, les machines industrielles, vu que les gens, ils avaient rien, elles ont été remplacées par des pelles, des pioches, des marteaux, etc. Donc, cette extraction à faible capital, combinée à une forte intensité de main-d'œuvre, ça a donné l'exploitation minière artisanale. C'est ce que je vais évoquer dans la vidéo. Il y a Yam Donc, Azeden qui dit mais le Rwanda, c'est tout petit par rapport au Congo. Comment ils oui, font pour les mettre à terre oui, comme ça? Et c'est là il faut rappeler encore une fois ce que tu pas ça. disais. C'est plus complexe que ça. On n'est pas sur un Ouais, conflit où l'armée rwandaise est en train de se battre contre l'armée congolaise. On est sur un truc beaucoup plus complexe où les frontières, en fait, la notion de peuple comme on pourrait avoir, genre les Français contre les Allemands, elle fait beaucoup moins sens dans cette région, dû au ouais, mouvement de population et dû à l'histoire coloniale de la région, en fait. Donc c'est c'est pas... ça. Il y a énormément d'ethnies, tout ça, des luttes pour des quêtes d'identité, etc. Donc, c'est bien plus complexe que juste le Rwanda qui tape sur le... Même s'ils sont impliqués, hein, ils ont des groupes armés, etc., qui financent, c'est bien plus complexe finalement que ça. Et Va vas-y, finir de regarder la vidéo. vas-y, let's go. L'enquête a déterminé que dans plusieurs régions, les minerais étiquetés par ITSCI l'étaient dans des volumes parfois 15 fois supérieurs à ce que la mine légale est supposée pouvoir produire. Des entretiens ont été menés et confirment qu'en réalité, ces minerais étiquetés par ITSCI proviennent de mines artisanales. Un rapport d'une ONG locale a aussi apporté la preuve qu'une importante quantité de minerais étiquetés par ITSCI avait été attribuée à des mines légales certes, mais inactives. Et évidemment, ITSCI a étouffé l'affaire. Global Witness révèle que pour le premier trimestre 2021, c'est 80% de minerais étiquetés dans la région de Nzibira qui proviennent de mines illégales. Un fonctionnaire a déclaré à Global Witness ne pas avoir besoin de savoir où étaient extraits les minerais pour coller une étiquette. Non seulement ITSCI sont au courant de ces pratiques, mais en prime, ils collaborent activement à cette entreprise de blanchiment parce que les équipes de terrain prennent leur commission sur ces recettes illégales. Les agents de l'État, souvent mal payés, compensent leur salaire en étiquetant un maximum de sacs de minerais. Il s'agit, je cite, d'une question de fierté nationale et d'une réponse à la contrebande incontrôlée des minerais congolais vers le Rwanda. Je rappelle que le Rwanda profite largement de cette situation, finance certains groupes armés, sauf que la haine contre les Rwandais amène aussi à ce genre de dérive absurde. Vous vous souvenez de ITA, l'association internationale à l'origine de ITSCI? Eh bien, plus il y a de minerais étiquetés par ITSCI, mieux c'est pour ITA, parce que c'est comme ça qu'elle se finance, en taxant les exportateurs de minerais 3T. Ouais, là, c'est vraiment la boucle bouclée. C'est une dinguerie, hein. Ouais, C'est vraiment jusqu'au bout en fait. ouais. Clairement un conflit d'intérêts. Pour augmenter ce volume de minerais étiquetés, ils ont tout intérêt à y incorporer des minerais provenant de mines illégales. Ces minerais blanchis par ITSCI, on va les retrouver dans des appareils vendus par des marques comme Apple, Intel, Samsung, Nokia, Motorola, Tesla, etc. Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit ils ont monté un label pour blanchir leurs trucs. Du coup, en fait, je sais pas si c'était vraiment l'objectif de base, mais du coup, dans les faits, vu que à l'intérieur, les gens, il y a des défaillances de l'État, ils sont mal payés, etc. Il y a des gens qui en ont profité pour se servir de ça pour faire leur magouille, quoi. Pour le chat, dites-nous ce que vous en pensez de tout ça. On est chaud de lire un peu vos avis aussi. Mais ouais, Ouais. vas-y. En fait, le problème de la situation au Congo, c'est que c'est multifactoriel, en fait. On peut pas, comme je disais, réduire le problème, la crise qui se passe là-bas au Rwanda et aux minerais. Hmm. Et la question des minerais, en fait, c'est un symptôme et pas la cause de la crise. Les ressources en RDC n'ont pas déclenché la guerre à la base. Hmm. D'accord? Donc, il faut faire attention quand on parle du Congo et qu'on dit c'est à cause des minerais. En vrai, c'est pas vraiment ça. Parce que aujourd'hui,
la question des minerais, elle sert surtout à entretenir la guerre. D'accord? Euh, et cette question de l'activité économique, elle n'est pas liée uniquement aux minerais, elle concerne aussi l'agriculture, le bétail, c'est vraiment, il y a énormément de choses. Et c'est donc un moyen de financer la guerre et pas une fin en soi. Et selon l'ONU, les conflits en RDC qui sont liés aux minerais ne représentent que 8% des conflits. Hmm, 8%. Mais on expose le truc comme si c'était juste ça le problème, tu vois. ouais. Euh, donc, il y a énormément de milices là-bas et elles sont pas toutes motivées par la question des minerais. Il y a vraiment, comme je disais, c'est chacun il va de son petit truc, de son petit besoin de pouvoir, d'influence, etc. On peut dire qu'il y a Et donc, il y a aussi des conflits politiques de manière plus simple, plus ah oui, basiquement c'est ça. politique, genre la présence de l'État qui est peut-être moins forte à des endroits, comme on pourrait avoir dans ce qui se passe au Sahel par exemple, ou dans d'autres territoires. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, la cause, elle est éminemment politique et ça se base à la fois sur de la politique économique, mais aussi sur des problèmes des luttes liées à l'accès à la terre, des guerres d'influence, de pouvoir, des luttes de citoyenneté, d'identité, des concurrences entre ethnies. Il y a plein de trucs en fait. Donc Hmm. ça peut pas être juste résumé aux minerais et c'est pour ça que les gens ont un petit peu de mal à comprendre la situation là-bas. On va un peu finir cette intervention sur une question Ouais, quand même qui est importante. Là, je vois subscriber 10 304 sur YouTube qui dit: ça fait 15 ans que je me dis qu'on a tous du sang sur les mains à chaque fois qu'on touche nos écrans de téléphone. Et ouais. Dadou Winnie sur TikTok qui disait: et toujours l'Occident qui en profite. Et Super Marie qui dit sur Twitch: salut, je connaissais rien de tout ça, merci mille fois. Je voyais les marques éthiques comme un genre de pipi sous la douche, au mieux, mais là, c'est vraiment un scandale. Alors, qu'est-ce qu'on achète? En fait, le truc, c'est que acheter éthique, ça peut avoir du sens dans un discours où on va parler de l'écologie, de la surconsommation, etc. Mais on ne peut pas dire j'achète éthique pour améliorer la vie des Congolais. Ça, c'est Hmm. faux. Alors, t'achètes ton téléphone réconditionné, tu peux pas dire ah bah j'ai fait ce geste-là, ça va aider les Congolais. Dans les faits, c'est pas vrai. Dans les faits, c'est pas vrai, mais ça va être éventuellement un geste écologique dans la mesure de ce qu'on peut faire dans le capitalisme, hein. Mais bon, t'es pas obligé d'acheter trois iPhones par an. T'es pas obligé d'être ce connard. Donc, c'est pas forcé. C'est pas forcé. Faut Tu pas non peux, plus aller dans le... on peut aussi faire comme toi avec des smartphones très à l'ancienne. Voilà, c'est ça. Non, mais ouais, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions? Il y avait eu une lettre ouverte qui a été signée par 70 observateurs congolais qui proposaient 5 recommandations. Une des premières recommandations, c'était vraiment d'écouter les voix congolaises sur place, hein, qui connaissent les problématiques locales, les structures de pouvoir. Et il y en Mhm. avait une que j'avais particulièrement retenue, c'est le fait d'intégrer l'économie des mines artisanales, en fait, et de pas les ostraciser. Il y a des études qui ont montré que finalement, c'était une mauvaise idée de les ostraciser, qu'il fallait mieux les intégrer, parce que ça fait vivre entre 8 et 10 millions de Congolais. Donc, on ne peut pas se permettre d'écarter autant de personnes Non. de l'économie. Et ça n'a rien à voir, et désolé pour le raccourci, mais ça me fait Ouais, penser, tu vois, à la légalisation genre du cannabis ou des trucs comme ça, où en fait, ouais, tant que tu le laisses dans l'illégalité, bah t'as pas de contrôle et du coup t'as tout un système de mafieux qui se, enfin et de traite, enfin de plein de choses qui se passent dans l'illégalité et que tu sais que ça existe, tu le laisses fonctionner et exactement. tu fais des politiques répressives sur certaines personnes à des moments quand ça t'arrange, mais voilà. Ouais, Et c'est un c'est peu ça, exactement. ce genre de mécanisme quoi. C'est ça. En intégrant ça, en fait, l'idée, c'est pas d'arrêter de lutter contre la contrebande et l'exploitation, mais plutôt qu'il y a un meilleur accompagnement. Du coup, comme tu disais, c'est exactement le même système que pour la légalisation du cannabis. C'est la même idée. Vas-y. Alors là, je t'ai envoyé le lien d'un chercheur, écrivain, enfin, il a tellement de casquettes, qui s'appelle Christophe Vogel. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent, qui parlent principalement de la question au Congo, et qui a aussi sorti un livre qui s'appelle Conflit, coltan, cliché, guerriers, commerçants et sauveurs blancs dans l'Est du Congo. Ouais, trop intéressant. Ouais, ouais, grave intéressant. Et lui, il est basé en Euh, RDC. je crois qu'il vit en RDC, ouais. Ok. Alors, c'est blanc. Ouais. J'ai été surprise qu'il soit blanc.
Et du coup, ouais, il a publié la lettre ouverte là dont je parlais, qui a été signée par les 70 observateurs. Tout à la fin, ils font 5 recommandations. Vas-y. Améliorer la consultation avec le gouvernement et les communautés. Le gouvernement congolais et la société civile ont été mal consultés sur l'article 1500 de la loi Dodd-Frank avant son adoption et en conséquence, beaucoup n'étaient pas au courant de ses implications. Putain, c'est un truc de Voilà. ouf. Là, c'est des Ouais, Américains qui prennent une mesure dans leur pays dans un moment où ils ont un dilemme moral et finalement, ça va exactement. avoir un impact concret qui n'est pas le bon, mais au moins eux, ils peuvent se gargariser d'avoir pris la bonne loi. Et nous, en fait, on est dedans, en fait, on est tous et toutes dedans, quoi. Complètement, complètement. Ok. Ben, merci en vrai, Krista, pour tout ce récap sur la situation au Congo, les mines et notre rôle dans tout ça. Et justement, pour Ouais, terminer, j'ai envie de revenir sur ça pour finir quand même, mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce que tu vois, c'est une question, ça nous pose une question de morale encore une fois, plus que de politique. C'est-à-dire, c'est ça. qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est comme si on est cantonné à une position morale. À part la morale, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, euh, je pense que sur certains points, il faut qu'on reconnaisse qu'on est impuissant et à l'accepter. Et Hmm. pas vouloir essayer de faire des trucs juste pour faire des trucs, tu vois. Et reconnaître vraiment sur quel point nous, en tant que consommateurs, on va être les plus forts. Et sur cette question-là, en tant que consommateur, j'ai l'impression que c'est plus nos actions en tant que citoyens qui vont avoir un impact, Hmm. selon moi. En Ça veut fonction, dire qu'on est bah, obligé de se politiser. voilà, exactement. C'est exactement ça, en fait. Parce que la résolution, elle peut être qu'éminemment politique. Et la solution, c'est de se politiser. Ah voilà, ça c'est le genre de conclusion que j'aime bien. Ouais. Non, mais c'est clair que, en fait, c'est un peu du. Tu vois, je sais pas comment. Ouais, c'est du greenwashing à mauvais frais qui traite pas la question de l'exploitation, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est la vertu est devenue un marché, quoi. Bah, merci beaucoup, Krista, pour tout ce récap sur la situation au Congo. Et puis, on va continuer à aller voir ton travail hein, sur TikTok notamment et sur Ouais, Twitter. ouais, j'essaie d'être présente partout, Instagram, Twitter, TikTok, maintenant YouTube, ça y est, on est Allez, là. allez, on investit. Et, ah oui, et YouTube, attends, vas-y, dis-nous un peu c'est quoi le nouveau Ouais, projet que tu as sur YouTube, parce que ça, c'est important quand même. j'ai une chaîne, tu tapes Christa Vango, normalement, tu devrais trouver. En fait, c'est Christa Vango sur tous mes réseaux. En fait, c'est mieux d'aller sur le Tipeee, Vas-y. j'ai plus développé. Donc, j'ai des sous, merci. Incroyable. Jamais, je n'ai pas de notif, je pense pas y aller. Et du coup, voilà. Donc, j'ai plusieurs projets. Et donc là, tu peux descendre. Et donc, ce Vas-y. projet-là, à ma table, c'est un projet d'émission que j'aimerais bien mettre en place, j'espère, l'année prochaine, si j'ai des financements. Et du coup, bon, bah, l'idée de ce projet d'émission, voilà, c'est de créer un truc autour d'un dîner. Ouais. Et autour de ce repas, bah, j'inviterai différentes personnes qui viennent d'horizons socio-professionnels différentes. Donc, parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment mélanger les univers. Autour du truc à ma table, il y aurait aussi des soirées à ma table avec DJ set, etc. Ouais. Et l'argent irait à des associations au Congo. Ok, trop bien. Voilà, c'est ça. Et les autres projets, un projet euh, de documentaire, donc une série de documentaires sur les métiers. Et ensuite, il y a un projet de podcast, donc pas dans l'actu, qui vise à parler de ce qui ne te fait pas l'actu. Donc, Comme la qu'on situation n'entend au pas dans les Congo. médias. Voilà, par exemple. Et Ouais. donc là, il y a une vidéo que je suis en train de faire avec Utopia 56 sur la situation des personnes exilées qui va sortir ce mois-ci sur ma chaîne. Trop Voilà. bien. J'en parle là maintenant, mais il y a un truc pour celles et ceux qui veulent faire des contenus sur les réseaux. Ça s'appelle Brouillon d'un rêve impact. C'est une aide de la SCAM. Ouais, on lol débit qui dit de la SCAM MDR. Ouais, la SCAM, désolé. Hein. Donc ça veut dire normalement l'arnaque, mais la SCAM, c'est une société pour l'aide aux auteurs multimédia. Donc c'est ce qui aide beaucoup d'auteurs YouTube et tout. Et en fait, ils ont une aide qui s'appelle Brouillon d'un rêve et qui peut te donner jusqu'à 6 000 € pour un projet qui n'est pas encore vraiment lancé. Merci à toi, Bah, Krista. merci J'espère à que c'était toi. cool. Bonne expérience. Je reviendrai. Je C'est clair. reviendrai. Trop bien. Bon, ben vas-y. À bientôt, Krista. Merci d'être venue. Merci.
merci de m'avoir écouté, merci pour l'accueil, c'était très sympathique, voilà. À une prochaine. Yes. Voilà, voilà.